Et bonjour YouTube, bienvenue. J'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une critique des films de janvier. Oui, c'est le bilan de janvier qui arrive fin mai. Oui, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Pour être honnête, j'ai déjà tourné cette vidéo. Voilà, je l'ai déjà tournée, j'avais commencé à la monter, mais parce que je sais pas ce que j'ai foutu, me demandez pas, je n'en sais rien, j'ai tout perdu. Voilà. Et les rushs, et le montage. Du coup, je le refais. Voilà, j'avais aussi fait février, parce qu'en même temps, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà. Donc on va repartir tout de suite. On va pas non plus trop tarder, hein, de devoir le refaire une deuxième fois. C'est voilà, bref. Donc nous partons tout de suite pour Anaconda. Finalement, je crois que j'ai pas envie de revenir. Donc Anaconda est un film avec notamment Jack Black et plein d'autres. Le gars qui fait Ant-Man, j'ai oublié son nom, mais voilà, il a une tête un peu reconnaissable quand même. C'est donc un film sur une bande de potes qui va en Amazonie pour retourner le film Anaconda. Et il se passe des trucs, il y a des orpailleurs, il y a des trafiquants, bref. Il se passe des trucs et bien sûr il y a un énorme Anaconda. Et c'est un film que j'ai vu deux fois. Une première fois en VO et une deuxième fois en VF, ou l'inverse, mais bref, je l'ai vu en VO et en VF. Voilà, parce qu'une fois j'étais tout seul, la deuxième fois je suis retourné avec un pote. Et c'était de la merde les deux fois. Vraiment, le film essaye d'être drôle, il est jamais drôle. Ils nous font trois fois le coup de les héros partent du bateau et le méchant arrive sur le bateau 5 minutes plus tard, mais bien sûr le bateau est vide. Il y a toute une scène de 10 minutes. Il y a une scène de 10 minutes où l'enjeu c'est juste est-ce qu'un gars va réussir à pisser debout dans la nature avec les autres qui le regardent. Et ça dure 10 minutes. Voilà. Et sur les crédits de fin, bah, du coup, on le voit dans les urinoirs publics. Et il est en mode ouais, j'arrive à pisser devant les gens. Allez, hein, on va passer à autre chose. La femme de ménage que j'ai vue en VF. Voilà, quand même, je le précise parce que ça a dû jouer dans ma détestation du film. Donc, un film avec notamment Sydney Sweeney, une autre blonde qui apparemment est connue, mais sa tête me revenait pas. Le mec qui joue dans je sais plus, j'ai oublié. De toute façon, je le remettrai au montage, peut-être, pas sûr, parce que on va quand même essayer d'aller un peu vite sur le montage, voilà. On va pas vous mentir que ça va pas être la vidéo la plus animée du monde, hein. Déjà que c'était pas le cas avant, mais là encore moins, parce que on se dépêche, on est déjà fin mai, donc les vidéos elles parlent de films de janvier dont tout le monde se fout. Si déjà elle serait sortie en janvier, tout le monde s'en serait foutu, mais alors là en plus ça sort fin mai, bon bref. Donc la femme de ménage adaptée du bouquin de l'autrice que j'ai oublié le nom, mais comme de toute façon je les ai pas lus. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce film qui n'a pas déjà été dit? Bon, après, même si honnêtement, on s'en fout, hein, déjà que je redise des trucs déjà dits. Je suis en train de fixer le sel que j'ai pas rangé à côté. Voilà, parce que je suis en train de fixer le sel que j'ai pas rangé. C'est terrible. Donc, qu'est-ce que je pourrais en dire? Je pourrais en dire que c'était un peu. En vrai, non, c'était pas si long, ça n'a pas duré trop longtemps, ça va, mais c'est pas pour autant que c'était intéressant. Parce que donc l'histoire, c'est une jeune pauvre se retrouve embauchée comme femme de ménage dans une maison de gros riches, avec le mec qui est super beau, super sympa, et la femme qui est un peu bizarre. Vraiment un peu bizarre. Bon, et la gamine qui est insupportable, mais bon, comme toutes les gamines de riches. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, la femme va être de plus en plus bizarre, jusqu'à se faire interner, ou en tout cas dégager. Et Millie, donc la femme de ménage, c'est son nom, va prendre sa place et donc va coucher plusieurs fois, longtemps, à l'écran, bien montré, avec le mec. Mais il va se passer des trucs. Waouh, mon dieu. Bon, là, j'ai à peu près tout spoilé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ce que je dirais, c'est que clairement, le film avait pas besoin de montrer autant de baise. C'est-à-dire que vraiment, il y a un moment, le film, il se dit, bon, hé, maintenant, est-ce qu'on foutrait pas Sidney Sweeney à poil? Et du coup, il y a juste 5 minutes où c'est juste un montage de eux qui couchent partout.
Mais déjà, enfin, juste tu le montres une fois, on a compris. Pas besoin d'en faire 5 minutes ou vas-y que c'est à l'hôtel, vas-y que c'est dans la salle de bain, vas-y que c'est dans la cuisine. Non mais merde quoi. En plus avec les bruits, avec bien les images et tout, ouais, c'est bon quoi. Enfin, c'est un film sur une femme de ménage. C'est pas festival de baise et le ménage. Non. Bref, en parlant de baise, parlons de Babylone, un film de Damien Chazelle, je crois que c'est comme ça son nom, le réalisateur, entre autres, de La La Land aussi, et donc de Babylone, par là même, qui est un film qui est sorti en 2019, je ne sais plus, je regarde à l'instant. Non, 2022, Babylone, oh punaise. Ah, c'est aussi le réalisateur de Whiplash. Bien, 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 bien. Et un film sur Sergio Leone, pourquoi pas. Bref, Babylone se passe dans les années 60, il me semble, dans les années folles, et va raconter un peu l'histoire du cinéma et du passage du cinéma muet en noir et blanc au passage au cinéma parlant. Et des changements que ça va avoir et surtout du traumatisme que ça va représenter pour les acteurs muets qui s'en sortaient bien et qui au final ont une voix de merde ou savent pas jouer en parlant. Et donc ça va mal se passer pour eux. Et ça montre aussi toute la décadence de ces années-là, de tout le Hollywood qui se construit et qui essaye de se bourgeoisiser. Même si, bon, il y a quand même des combats. Il y a quand même des combats de combattants nus huilés dans les caves, mais bon, ça, faut pas trop en parler. Donc Babylone, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai trouvé ça très rythmé, très bien maîtrisé, très bien foutu en général. Et là où je saurais pas dire pourquoi, mais j'y retrouve des éléments de La La Land. Mais autant La La Land, j'ai pas aimé, autant Babylone, j'ai adoré. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'avoue que j'aurais pas mettre les mots dessus, sauf en revoyant La La Land, ce qui n'est pas prévu dans l'immédiat. Hein. Mais là où dans La La Land, je trouvais les chansons chiantes parce que juste ça blablate et ça raconte des trucs et ça danse pour rien. Enfin, juste pour se préparer à aller faire la fête, ils font toute une musique, tout plein de chorégraphies, tout plein de trucs et de machins. Non mais oh, ça va, c'est juste mettre du rouge à lèvres et une robe, calmez-vous. Alors que là, Babylone, j'ai vraiment beaucoup aimé. On sent quand même qu'il y a toute une passion, toute une envie de rendre hommage à cette époque-là, que le gars n'a pas connu, parce qu'en soi, il avait pas l'air si vieux quand j'ai vu sa photo. Donc, ça doit être retranscrire les images de ce qu'on lui en a dit, mais j'ai trouvé ça très bien foutu. Voilà. Après, petite anecdote que je vais raconter à chaque fois, décidément, ma grand-mère est allée le voir une fois avec ses copines. Donc, ma grand-mère dans les 84 ans, et à chaque fois, quasiment, qu'on se voit et qu'on parle un peu de cinéma, elle sera toujours là pour me dire: «Ah, et puis tu sais, il y a ce film-là, où les 20 premières minutes, oh, c'était quand même un peu, c'est quand même un peu un porno, hein, et puis il y en a qui se font chier dessus par un éléphant, hein, oh là 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 là.» Et moi, j'étais en mode: «Non, mais c'est mamie, voilà. Bon, elle exagère un peu. Il y a peut-être un éléphant, mais.» Alors, certes, il y en a qui se fait chier dessus par un éléphant, mais pas dans un contexte sexuel. Par contre, il y en a qui se font pisser dessus par des ados. Bref, passons à Pile ou Face. Oh, alors ça c'est un film que Adam adore, je vous le dis. D'ailleurs, Critique en multi qui arrivera juste après. Normalement, si je la monte, j'ai pas perdu les rushs, j'espère, parce que ça me ferait un peu chier quand même. Je regarderai. Donc, Pile ou Face est un film italien, il me semble, qui se passe durant la période du Far West, mais en Italie. Du coup, c'est le Far West italien, mais avec des cow-boys. Pourquoi pas? Voilà. C'est au moment où l'Italie commence à installer. Enfin, je dis l'Italie, mais il faudrait plutôt parler des royaumes italiens, parce qu'à l'époque, c'était pas encore soudé en un seul truc. Voilà, c'est un peu grâce aux Français que l'Italie est l'Italie. Hein, sinon, ça serait resté juste des duchés italiens. Bref, on va pas revenir là-dessus. Bon, en même temps, c'est Napoléon III, donc on va pas non plus être fier de Napoléon III, mais quand même, faut le rappeler aux Italiens. Donc au moment où les royaumes italiens se dotent de tout un système de chemins ferrés. Donc voilà, ça reste quand même dans cette époque-là. On va suivre l'histoire de, j'ai oublié son nom, mais on va l'appeler Marguerite, qui est mariée à un vieux,
Et ce vieux est propriétaire d'un ranch italien, donc avec des chevaux italiens. Et un jour, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est Buffalo Bill, qui arrive avec le Wild West Show. Et une compète se fait entre les Italiens et les Américains pour dire qui c'est qui est le meilleur cow-boy. Et il se trouve que le vieux propriétaire du ranch va voir Massimo, pareil j'oublie son nom mais j'invente, va voir Massimo, le chef des palefreniers italiens, et lui dire, bon bah écoute, on a les copains américains, on va pas les offenser, donc tu vas perdre. Sauf que Marguerite et Massimo, il y a un petit jeu de regard qui se crée. Et Massimo, il n'a pas envie de se ridiculiser devant elle. Du coup, il dit hey, fuck it, et il gagne. Ok. Ensuite, le vieux va voir Massimo, commence à le menacer, à dire hey, vas-y, je vais te virer. Bref, à faire le vieux proprio chiant. Et Marguerite sort une arme et bute le vieux. Et se bat avec Massimo. Donc, si on suit bien, Marguerite, qui était opprimée par le vieux, se bat avec Massimo, mais Massimo, eh ben, c'est un pauvre, c'est juste le chef des palefreniers, mais c'est pas un richou. Du coup, il se fait pourchasser par tout le monde parce qu'on va considérer qu'il a enlevé Marguerite, alors qu'en fait, c'est une histoire d'amour. Bon, ils sont croisés il y a 10 minutes, mais c'est une histoire d'amour. Et du coup, s'enclenche une terrible course-poursuite où Massimo fait face à de nombreux chasseurs de primes, parce qu'il y a quand même une prime assez importante. Non, c'est faux. Il part en rando. Enfin, je suis désolé, en soi, c'est une course-poursuite, mais ça reste quand même une randonnée où juste ils se baladent et ils sont fatigués. C'est chiant. Puis au bout d'un moment, ils rentrent dans un groupe de résistance, parce qu'apparemment c'est la résistance, me demandez pas pourquoi, il y a un groupe de résistance contre le chemin de fer, pourquoi pas, c'est vrai que la modernité c'est pas bien. Mais dans ce groupe de résistants, eh ben, il y a un traître, parce que oui, maintenant, en fait, il y a des groupes de résistance et des traîtres, alors qu'en fait, c'est juste une histoire d'amour et de course-poursuite à la base, à tel point que Massimo se fait trahir et se fait décapiter, Marguerite se fait kidnapper, repart avec la tête commence à parler, dévale les dunes en faisant Marguerite est devenue complètement folle, rentre chez elle, quasiment tue son grand-père, et se barre avec la prime et enterre la tête, et c'est la fin. Je saurais pas mieux le résumer que ça. Voilà, vous n'avez rien compris. Moi, pas beaucoup plus. Juste sachez que c'était extrêmement long, absolument pas palpitant. Que la notion de pile ou face, c'est juste parce qu'à la fin, il y a Buffalo Bill qui retrouve Marguerite, ils font un jeu de pile ou face et rien. Il se passe rien, du coup. Voilà. Bref, passons à la suite. Passons à Dragon, le live action que j'ai vu en VF, encore une fois. Ne me demandez pas pourquoi j'ai vu plein de films en VF, parce que bah, sûrement la VO était pas aux bons horaires. Donc, Dragon est l'un des derniers films, je ne sais plus exactement si c'est vraiment le dernier, en tout cas au moment où je sors cette vidéo, donc je vais faire attention, et l'un des derniers films de DreamWorks, mais pas de DreamWorks Animation, de DreamWorks Pictures, j'imagine, parce que ce n'est pas un film d'animation, c'est pas un film d'animation, c'est un film en live action, donc en prise de vue réelle. Et je crois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, à moins qu'ils aient sorti un film dans les années 80, mais bref, que c'est le premier film en live action de DreamWorks. Sûrement pour essayer de concurrencer sur son terrain Disney et compagnie, enfin surtout Disney, qui galère un peu. Hein. Honnêtement, on va en reparler après avec Lilo et Stitch, bien sûr. Mais c'est vraiment pas fameux, vraiment pas Disney. Donc, comment DreamWorks s'en sort? Eh bien, j'ai envie de vous dire, comme ces dernières années, DreamWorks s'en sort plutôt bien. Vous le voyez venir. C'est le moment où je vous rappelle encore une fois que ces dernières années, DreamWorks a quand même sorti des beaux films. Parce qu'en même temps, à chaque fois que je parle d'un film de DreamWorks, je vous le rappelle. Donc je vous le redis encore une fois, ces dernières années, DreamWorks, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, il y a Captain Sleep, que j'ai pas vu. Mais rien que le pitch de base, bon, ça n'a pas l'air d'être si fameux que ça, mais avec un style d'animation plutôt intéressant, qui a été repris dans Dogman, film que j'ai beaucoup aimé, qui est aussi le flop 1 2025 de ma mère. Bref, ne revenons pas sur cet épisode douloureux, mais un film avec un style d'animation très intéressant, j'ai trouvé. C'est aussi les Bad Guys 1 et 2, c'est aussi le Chapeauté 2, une masterclass. Bref, ces dernières années, DreamWorks, c'est quand même pas mal. Et donc cet essai en live action, on va dire que c'est satisfaisant. Honnêtement, on va dire que c'est satisfaisant. Parce que si vous avez vu la bande-annonce, et que vous vous êtes dit, ouais, mais en fait, ils ont juste refait les plans d'animation, mais en live action. C'est nul. Bah, déjà, oui, mais ensuite, non. Certes,
Du coup, après avoir vu le film en live action, j'ai revu le film d'animation, et puis j'ai vu le 2 et le 3 après, parce que voilà, c'était quand même très très bien. Mais certes, il y a beaucoup de plans du film d'animation qui sont refaits quasiment à l'identique en live action. Mais ça marche bien. Honnêtement, Dragon, c'est une licence qui se prête bien au live action. Parce que c'est bien foutu. Les designs des dragons sont vraiment bien respectés. Les personnages sont bien retranscrits en live action. C'est bien, ça marche. En fait, c'est un film qui marche. Alors, par contre, bon, on attend quand même un peu plus. Si c'est juste pour refaire le même film en live action, ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est leur premier essai. C'était le temps de se dire, est-ce qu'on a une équipe solide, capable de faire un bon film? Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un meilleur film? Eh ben, ça sera approuvé avec la suite, parce qu'il me semble que Dragon 2 va sortir. Il me semble qu'ils vont le faire. Alors, il y aura sûrement pas de date ou quoi, ou pas beaucoup d'infos, mais il me semble qu'ils vont faire un Dragon 2 en live action. Ce qui en soi serait très bien, à voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est franchement encourageant pour la suite. Voilà. C'est pas. Hein, mais c'est encourageant. Je suis curieux. Alors que les live action de Disney, j'en ai ras le cul. Voilà, ça vous montre un peu à quel point c'est mieux. Ensuite, passons à Sinners. Sinners, il me semble que c'est le film. Ah, quoique. J'allais dire, il me semble que c'est le film qui repart avec le plus d'Oscars en 2025, mais il y a une bataille après l'autre. Et je ne sais plus lequel en a le plus. Surtout que c'est une bataille après l'autre qui est repartie avec le meilleur film, il me semble, et la meilleure réelle. Je, je vais pas vous remettre un tunnel de 20 minutes de moi qui râle sur une bataille après l'autre que j'ai trouvé pitoyable, je le redis, vraiment pitoyable ce film. Il faut que j'arrête de toucher le micro, sinon après ça fait des petits bruits pour vous, c'est terrible. Mais bref, je vais pas en reparler parce que sinon je vais encore m'énerver. Et voilà, pas que je me mets à agiter les mains comme je sais pas qui, mais je vais le dire. Une bataille après l'autre, c'était quand même bien de la merde. Mais bref, ne repartons pas là-dessus. Accordons-nous sur un désaccord pour citer un autre film assez bancal. Voilà. Mais donc, Sinners est un film que j'ai pas beaucoup aimé non plus. Parce que je l'ai trouvé con à plusieurs moments. C'est donc un film qui nous raconte l'histoire de Preacher Boy. Je suis oublié son vrai nom, du coup je vais juste parler son surnom. Donc Preacher Boy, le fils du prêtre, qui est donc l'histoire. Je vous le dis, l'histoire se passe peut-être pas en Louisiane, mais je crois à Philadelphie. Il me semble. Bon, c'est pas très précis, mais voilà. Bref, dans une Amérique noire. Voilà, enfin en tout cas dans une région noire de l'Amérique, c'est pour ça qu'il n'y a que des noirs qui restent ensemble et qui jouent du blues, et que les blancs sont plutôt rejetés de base, voilà, ça apporte un peu de contexte. Un peu de contexte. Donc Preacher Boy vit sa vie jusqu'au jour où ses deux cousins ou grands cousins, bref, qui sont des jumeaux, joués par Michael J. Fox, il me semble, ça fait longtemps quand même, depuis janvier, reviennent en ville, alors que eux étaient partis à Dallas ou à Boston, ou bref, dans une grande ville, et pour faire fortune au poker et tout ça, reviennent pour acheter une série détenue par les suprémacistes blancs, parce que sinon c'est pas marrant, et décide pour l'inauguration de faire une grande fête. Et ça tombe bien, Preacher Boy, il est plutôt bon musicien, et donc les jumeaux et Preacher Boy vont faire le tour un peu du quartier pour revoir leurs connaissances, leurs trucs, leurs machins, recruter du monde, faire la promo pour leur soirée, et enfin faire la soirée. Bon, je vous passe tous les détails du truc, il retrouve sa femme, de trucs machin, il retrouve leur copain asiatique qui tient, enfin qui est le traiteur, bref. Il y a une intrigue parallèle qui se déroule où un vampire roux, donc écossais, enfin non, irlandais, pardon, donc irlandais, un vampire irlandais, c'est quand même terrible, se rend dans la même région, bouffe de gens, les transforme eux-mêmes en vampires, et on n'en saura pas plus. Bon, ils sont poursuivis par les Indiens, les Amérindiens, par les Amérindiens, mais pour l'instant ça s'arrête là. Retour à la fête. Donc pendant la fête, il se passe des trucs et machin, il y en a qui couchent avec d'autres, voilà. Et les vampires se ramènent et veulent rentrer. Sauf que c'est des blancs dans une fête de noirs. Donc non. Mais une, une personne à l'intérieur sort les voir, se fait transformer en vampire et re-rentre. Et là c'est le début des emmerdes, bref, qui mènera à la fin à une grosse baston. Bref, c'est super. Déjà, j'ai plusieurs choses à en dire. Déjà, au niveau de l'image, il y a un petit grain sur tout le film qui est plutôt sympa, mais j'avais pas remarqué.
parce qu'en fait, je me suis concentré sur l'histoire pour une fois, parce que j'étais en mode, attends, ça va être un huis clos et tout, donc les relations entre les personnages, ça va être hyper important et tout. De un, les relations entre les personnages, pas hyper important, ça change pas grand chose, ou alors c'est juste, bon, bah, deux qui sont amoureux puis qui se sont disputés, voilà, donc ça reste niveau assez basique. Deux, c'est un huis clos, mais en fait, qui apporte pas grand chose. Et de trois, bah, même l'histoire, en fait, c'est simpliste, c'est juste bah, des vampires qui veulent bouffer des gens et des gens qui se défendent. Voilà. Donc j'avoue, je me suis assez peu concentré sur l'image, alors qu'en fait, il y avait tout un grain de l'image qui rendait des images assez belles, mais je ne l'avais pas noté dans ma première, enfin dans mon premier tournage. Je le note ici, comme ça on ne pourra pas me dire «Eh, mais t'as pas dit si, gna, gna, gna.» Et c'est à ce moment-là que Adam va écrire son commentaire pour dire «Oui, mais t'as pas dit que gna, 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 gna», littéralement dans le texte, voilà, juste pour me faire chier. Et remarquez que le fait de le relever, ça l'incite à mettre son commentaire, et du coup ça me fera un commentaire en plus, du coup ça me fait du référencement, du coup cette vidéo fera peut-être plus de 3 vues. Les man games se mettent en place. Bref. Ensuite, quel dommage. Des vampires. Sérieusement, il n'y avait pas d'autres monstres dans le folklore? Des vampires. Vraiment. C'est tout ce que vous avez. Parce qu'il y a toute une histoire. On raconte dans les légendes que des personnes sont capables de produire une musique si touchante et si forte qu'elle est capable de briser, de percer le masque entre la réalité et la fiction, entre la vie et la mort, le passé, le futur, le présent, bref. Voilà, donc il y a des sortes de chamans de la musique. Et d'ailleurs, sur le moment où la musique principale se met en route, j'ai oublié son nom, et de toute façon, elle m'a pas marqué plus que ça. Il y a toute une scène où Preacher Boy se met à chanter avec sa guitare et tout ça. Et tu as toute une scène où, parmi les danseurs de l'époque, hein, donc en costume d'époque et qui dansent un peu la gigue, t'as un joueur de hip-hop, t'as un japonais qui fait une danse traditionnelle de l'ancien temps, t'as un mec des cavernes qui fait ouga ouga, bref. T'as tout plein de monde qui se retrouvent, des vivants comme des morts du passé et du futur. Donc voilà, ça montre qu'il y a des pouvoirs surnaturels présents. Et il y a des vampires. Voilà, qui sont là juste parce que c'est des vampires. Ça, je veux dire, c'est même pas comme s'ils avaient été appelés de l'outre-monde ou quoi. Non, c'est juste, bah, il y a un vampire qui est là. On sait pas pourquoi il est là de base. Puis il va bouffer deux gars chez eux. Bah, normal, il a besoin de bouffer quand même. Puis ça lui fait des alliés. Et ensuite, il lève la tête et il entend une fête à l'autre bout du champ. Et du coup, il se ramène et c'est tout. Et qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, je sais pas, merde, des monstres dans le folklore américain noir, devait y en avoir plein, des intéressants, même des petites saloperies qui se promènent, genre des vermines ou quoi. Non, non, des vampires irlandais. C'est quand même très anticlimatique. Hein. Et ensuite, faut que je vous dise deux choses. Déjà de une, vous devez savoir, vous me connaissez depuis le temps, peut-être, j'aime pas trop le sang. Voir un gars prendre une piqûre ou se vider de son sang, suivant les circonstances, ça peut me mettre très très mal. Bah, disons que voir quelqu'un se faire bouffer la carotide et le sang s'échapper à gros flots, ça m'a pas mis bien. Donc la scène finale de baston, je l'ai pas vue. Considérez que les 10 minutes de fin, je ne les ai pas vues. Et je n'y suis pas retourné parce qu'en vrai, ça m'intéresse pas. Mais bon, Adam qui était là m'a raconté, voilà. Et du coup, j'ai noté une incohérence. À l'oral. C'est quand même... Voilà. Mais du coup, ça se trouve, ça n'en est pas une. Peut-être que ça se trouve, c'est expliqué, c'est logique ou machin, je ne sais pas. Mais tel que je l'ai compris et tel qu'on me l'a raconté, il y a une incohérence. Donc je vais compter sur vous dans les commentaires pour me dire oui ou non, si c'est vraiment raté ou pas, ou si c'est juste moi qui n'ai pas compris ou mal entendu, ou Adam qui s'est foiré. Voilà, il sera très content de le savoir. Bon, petite interruption pour préciser plus rapidement, parce que la vidéo c'était quand même assez confus. Donc, ce que j'ai compris de ce que Adam m'a dit, c'est que le roux a vampirisé des gens. Ces gens ont eux-mêmes vampirisé d'autres gens. Sauf que quand le roux est mort, les gens qu'il a vampirisés sont morts. Et donc, par voie de conséquence, les vampires qui ont été créés par l'Irlandais sont morts en même temps que l'Irlandais. Et du coup, les gens vampirisés par l'Irlandais auraient dû mourir. Or, il m'a raconté qu'à la fin, donc 60 ans plus tard, après une ellipse, on retrouve l'un des deux jumeaux, toujours vampirisé, et qui pourtant a survécu. Alors même que celle qui l'a vampirisé est morte en même temps que l'Irlandais. Donc il y avait là une erreur. Sauf que Wikipédia dit qu'en fait ils sont pas morts parce que quand ton maître vampire meurt, tu meurs aussi. Non, c'est juste que
Ils ont été retenus en plein air jusqu'à ce que le soleil se pointe, et c'est le soleil qui les a tués. Alors que le jumeau qui est revenu, eh ben, il était à l'ombre à ce moment-là, et voilà. Donc au final, c'est pas une incohérence, c'est juste soit Adam qui s'est foiré, soit moi qui ai compris un truc alors qu'en fait c'était pas du tout ça, bref. Tout ça pour dire que parfois ne pas voir la fin d'un film, eh ben ça fait que il faut pas trop s'avancer non plus. Voilà. Bonne vidéo. Sur ce, passons sans suite à la suite, L'Agent Secret. Ah, L'Agent Secret. Un film qui a été, enfin, qui a eu sa place dans la liste des 10 nominés, des 10 films nommés pour le meilleur film de 2025. C'est une surprise complète, j'avais jamais entendu parler de ce film. Il est apparu, du coup je suis allé le voir avec Adam, encore une fois, et c'était de la merde. Le film, il dure dans les 3 heures. Je vérifie. Mais il dure dans les 3 heures. Et vraiment, mais quel enfer! Durée Secret Agent. À 2h40. Bon, 2h40. Ouais, c'est presque 3 heures. En tout cas, ressenti 5. Donc, L'Agent Secret est un film ayant comme acteur principal Wagner Moura, qui, il me semble, a aussi été nommé dans la catégorie des meilleurs acteurs. Alors que bon, bah, il fait un taf, mais sans faire un taf exceptionnel. C'est donc un film qui raconte l'exil d'un universitaire au Brésil durant la dictature, donc il me semble dans les années 70-80, j'ai plus les dates exactes en tête, mais voilà. Donc un universitaire de gauche en exil qui se planque en attendant d'avoir ses papiers et son passeport pour pouvoir s'enfuir du Brésil. Déjà de 1, pourquoi l'agent secret? C'est juste un universitaire planqué. C'est pas un agent secret. Et il n'y a pas d'agent secret. Donc... ou alors, ou alors il y a une explication. Le gouvernement lui reproche, enfin, le gouvernement, ceux à la tête de la dictature lui reprochent, entre autres, d'être un agent de l'ennemi qui propage ses idées terribles. Enfin voilà, c'est vraiment, enfin c'est vraiment un agent de l'étranger quoi. Quand on lui reproche d'être un agent de l'étranger. Mais du coup, si on considère, comme le dit le titre, que c'est un agent secret, ça veut dire que la dictature a raison, que c'est vraiment un agent de l'étranger. Mais alors qu'on le présente juste comme un universitaire en exil. Donc, au final, toutes ces thèses de gauche et c'est tout ça. Du coup, il était vraiment sous les ordres d'étrangers. Bah non, du coup. Mais du coup, oui, avec le titre. Enfin, il y a un problème quelque part. Pourquoi ce titre? Je ne sais pas. Et venez pas me dire que oui, c'est une traduction en français parce en anglais, c'est Secret Agent, l'agent secret aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en faire. Voilà, je vous le dis. Pourquoi l'agent secret? Pour aucune raison. Ou alors pour une raison cachée, mais qui du coup donnerait raison à la dictature. M'en demandez pas plus. Et honnêtement, c'est un film qui est chiant à raconter, parce qu'en soi, il se passe pas grand chose, c'est juste un gars qui se planque, et à un moment, il se fait poursuivre par 2 tueurs à gages, dont un qui sert à rien, et l'autre qui se fait tuer misérablement. Bon, on passe directement à la fin, mais en gros, à un moment, Wagner Moura, l'universitaire, se fait poursuivre par un tueur à gages, qui est armé. Et il s'enfuit, il se fait traquer parce qu'il laisse du sang derrière lui. Et à un moment, Wagner Moura se plante chez un coiffeur. Et le tueur à gages rentre dans le coiffeur et il se prend une balle dans la nuque. Parce qu'en fait, Wagner Moura s'était caché derrière la porte. Voilà. Vous voyez le cache-cache que vous faites avec votre chat? Quand il se planque derrière la porte, et quand vous arrivez, il fait oui. Allez, il vous saute sur le pied, et après il se barre en courant. Bah là, il s'est fait pareil, sauf qu'il s'est pris une balle dans la nuque. Voilà, c'était le tueur à gages dangereux du film. Ouh. Bon, et ensuite, il faut quand même en parler. Régulièrement, au cours du film, l'histoire se fait interrompre par un passage dans le présent. Parce qu'en fait, l'histoire qui nous est racontée de cet universitaire, c'est l'histoire du passé. En vérité, on la vit à travers les yeux de Micheline, encore une fois, j'ai pas son nom, qui est une étudiante en je ne sais pas quoi, qui en fait numérise des bandes, des cassettes. Donc c'est vraiment, t'as le support analogique, et son truc, c'est d'écouter les cassettes pour les numériser, pour les conserver pour les conserver encore plus tard. Bref, voilà, donc c'est un taf relativement chiant, mais en fait, elle se passionne pour l'histoire de cet universitaire,
Et donc, de temps en temps, l'histoire va s'interrompre sur elle qui revient dans le présent et qui dit mais qu'est-ce qu'il a dit là? T'as la cassette suivante! C'est... Pourquoi faire? Et en plus, t'as sa collègue qui est en face et qui lui dit non, mais vraiment, tu vas trop loin là-dedans. Ouais, mais d'accord, mais t'as la cassette suivante. Oui, tiens, voilà, et ça reprend. C'est. euh, eh, pourquoi cette interruption comme ça? Je ne sais pas. Et à la fin, dites-vous bien qu'à la fin, on finit dans le présent sur elle qui va voir le descendant de l'universitaire. Donc son fils ou son petit-fils. Je crois que c'est son fils. Donc c'est l'étudiant qui va voir son fils, qui est maintenant âgé d'une bonne cinquantaine, soixantaine d'années bien tassé, et qui travaille dans un hôpital, et donc elle va le voir pour lui parler de son père. Et il lui dit, ah bah vous avez sûrement, enfin vous connaissez sûrement plus mon père que moi, et voilà, et ça parle de oui, moi maintenant je suis là pour aider les gens et tout, et machin, et bref, ça finit comme ça. Mais attention, petit truc en plus, on lit dans une brochure de journal découpé que Wagner Moura, en fait, il s'est fait buter dans la rue comme un connard. Voilà. Donc on nous a montré toute sa course-poursuite avec le truc, toute la course-poursuite avec le tueur à gages, lui qui se planque derrière la porte, qui met une balle. Ensuite on l'a coupé, retourne dans le présent, et là t'as le fils qui est là en mode oui, et puis en plus, regardez ce papier, ça dit que le 5 mars 1992, eh ben, il s'est fait assassiner dans la rue. Allez hop, fin du film, on se casse. Mais vous auriez pu nous le montrer, ça, bordel! Non, ils nous l'ont pas montré. C'est juste, allez hop, allez, prends la brochure de journal dans ta gueule et casse-toi. Mais, 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 on aurait aimé le voir ça, lui qui se fait prendre dans un guet-apens, ou alors tout plein de gens autour de lui qui d'un coup se retournent vers lui et le plantent et se barrent en courant, et le régime qui cache ou qui dit oui mais de toute façon c'était une bagarre de rue, ou alors, oui mais de toute façon c'était un espion, du coup ça c'est raccord avec le titre ou quoi, mais non là c'est juste, ah oui puis en fait tiens je lis dans le journal, il s'est fait buter il y a 20 ans, allez hop, c'est fini. Mais non, y a rien qui va, y a rien qui va. Et encore une fois, on ressent pas la pression on ressent pas la pression de la dictature. C'est ok, il est pourchassé, mais il aurait aussi bien pu cracher dans la soupe d'un riche, qui ensuite le riche aurait engagé des tueurs à gages, que ça aurait rien changé. Mais là, c'est quand même l'État, bordel. Enfin, c'est quand même pas rien une dictature. C'est quand même terrible que les deux films récents aux Oscars, enfin nommés aux Oscars, traitant du Brésil sur les dictatures dans les années 70-80, quelque chose comme ça, donc à savoir Je suis toujours là et L'agent secret, soient tous les deux à chier et pas foutus de retranscrire vraiment la pression que c'est. Au moins Je suis toujours là montrait l'arbitraire. Bon, et ensuite finissait mollement, ce qui gâchait un peu tout le truc, mais voilà, mais ça montrait un peu l'arbitraire. Là, ça passe pas grand chose, hein. Honnêtement, je vous le dis honnêtement comme je le pense, hein, mais un universitaire de gauche qui se fait pourchasser par ses idées, il n'y a pas besoin d'être en dictature pour le voir arriver. Hein. Bon, à l'époque, c'était des tueurs à gages, aujourd'hui, c'est Pascal Pro qui s'en charge, mais voilà, il n'y a pas grande différence. Donc au final, l'effet, l'effet pression, la dictature et tout, bon, ça doit aller, hein, c'est pas si grave, voilà. Puis t'as toute une intrigue secondaire sur un requin qui a bouffé quelqu'un, toute une intrigue secondaire, enfin tertiaire, sur une jambe découpée, mais vraiment juste une jambe qui se balade et qui fout des gros coups de pied au cul des gays dans le parc. Et t'as une intrigue encore secondaire sur l'inspecteur de police du coin qui fait chier le juif ou la. Alors, qui fait chier un Allemand là et qui dit allez vas-y montre tes trucs de guerre et tout ça. Et là, point de discorde avec Adam. Moi, je me souviens qu'il demande à un SS de montrer ses blessures de guerre. Adam, lui, se souvient que c'est un juif qui demande ça. Donc on est d'accord sur le fait que c'est un Allemand. Mais moi, je dis que c'est un nazi. Lui, il dit que c'est un juif. Et on sait plus lequel des deux, on sait pas qui de nous deux a raison. Moi, je pense qu'en vrai, ça serait très marrant qu'il demande ça à SS. Parce que ça montrerait bien l'exil des nazis. Alors que les juifs exilés au Brésil, je suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup. Bref, c'est comme ça, voilà, juste pour dire encore une fois que j'ai raison par-dessus Adam. Mais bref, à vous encore une fois de dire dans les commentaires lequel nous deux a raison.
Alors en fait, la réalité est un peu plus mitigée. En fait, on a tous les deux raison, c'est ça que j'essaye de vous dire. En gros, les Brésiliens connards qui l'accueillent croient que c'est un soldat de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'en fait, c'est un juif. Voilà. Il y a un dialogue enfin, où ils parlent en allemand entre deux personnes et ils disent, de toute façon, il ne saura jamais que tu es un juif. Voilà. Donc en soi, bon, j'ai raison, juste j'ai oublié un dialogue. Lui, il a lu que le dernier dialogue, mais après il s'est endormi, donc il a rien à dire. Voilà. Allez, zou. Passons ensuite à Grand Ciel, un film franco-luxembourgeois, il me semble, peut-être, dont on a parlé, enfin, dont on va parler. En fait, oui, attendez, je vous le précise. Là, si je me permets aussi de passer relativement vite sur plein de films, c'est parce qu'on va les aborder encore avec Adam dans la prochaine vidéo qui sortira, enfin, prochaine vidéo cinéma, bien sûr, dans une critique en multi. Donc, les films qu'on a vus ensemble, bon, bah, je vais pas non plus élaborer 20 minutes, sachant que vous allez vous retaper 20 minutes de nous deux, les redéveloppants. Donc voilà, donc typiquement Grand Ciel. Bon, bah, je vais me contenter de redire ce que j'ai déjà dit dans le truc en multi et que j'ai déjà dit la dernière fois par ailleurs. C'est-à-dire que Grand Ciel est un film qui tente à la fois de manier histoire sociale et à la fois histoire fantastique, mais fantastique au sens littéraire. Enfin, littéralement au sens de la littérature. Donc, situation normale, éléments perturbateurs, tout plein de trucs bizarres qui se passent, fin brutale sans explication. Voilà, c'est comme ça le fantastique en littérature. Et c'est littéralement ce qui se passe. Ils construisent un bâtiment, il y a des gens qui disparaissent avec de la poussière, et à la fin, ça finit, on n'a pas d'explication. Et en même temps, histoire sociale, parce que c'est un ouvrier qui est là, il est blanc, il est dans une équipe de musulmans, enfin d'arabes et de noirs, et qui c'est qui est promu à la fin? C'est lui. Et du coup, lui qui avant était un peu dans un syndicat avec les gens et qui était solidaire, bah maintenant il devient leur chef, et il commence à casser les couilles, et il se fait rejeter par le reste du groupe. Voilà. Mais le problème avec tout ça, c'est que bah, ça traite à moitié social et à moitié fantastique. Et du coup, aucun côté ne peut s'épanouir pleinement. C'est-à-dire que le côté social est vraiment assez classique. C'est vraiment le pauvre qui s'élève parce que bah, il a une famille à nourrir et à loger. Du coup, bah, il doit prendre plus d'argent et pour ça, il devient un connard auprès de ses autres collègues. Mais bon, voilà, ça reste un schéma classique. Et en même temps, un schéma fantastique qui, bah, c'est juste des gens qui disparaissent et il y a de la poussière. C'est assez peu développé. Et du coup, à force de vouloir faire les deux moitiés, eh ben, aucune moitié ne devient pleine. Et du coup, c'est un film auquel il manque des trucs, ou alors qui aurait dû se concentrer sur un seul côté. Honnêtement, un film 100% sur cette intrigue fantastique, mais qu'il aurait pu se développer, à rajouter des trucs, l'aurait rallongé, l'aurait épaissi, ça aurait pu être très intéressant. Mais de vouloir tirer les deux cordes à la fois, bah, du coup, ça manque de force. Ensuite, Jusqu'à l'aube. Alors, c'est pas être raciste que de dire ça. Généralement, ça commence comme ça. Mais on parle que de cinéma. Hein, on parle que de cinéma, bien sûr. Mais Jusqu'à l'aube est un film japonais. Donc c'est un film chiant. Voilà, non mais voilà, je le dis, au bout d'un moment il faut le dire, je trouve que les films japonais, du moins ceux que j'ai vus, je les ai clairement pas tous vus, mais les films japonais que j'ai vus étaient tous chiants à leur manière. Autant les anciens, comme Rashomon, qui me semble est japonais. Au pire, ça sera coupé au montage si ça allait pas, mais il me semble que c'est un film japonais. Que j'ai trouvé chiant, mais en même temps, on peut lui pardonner parce que c'est un film très ancien. J'ai pas de candidate, la date tout de suite ici. Donc c'est un film très ancien, donc on peut lui pardonner. Mais les films récents, japonais, chiants, ils n'ont pas d'excuses. Et c'est vraiment, oh là là, c'est lent. Jusqu'à l'aube nous raconte donc l'histoire de. Euh... Mais j'ai même pas envie de lui donner un surnom de merde, genre Micheline. Parce que, en fait, on se fout de son nom. Elle est juste définie par sa maladie. Donc ça va être Madame Règle et Monsieur Panique. Voilà, c'est Monsieur Madame, parce que là c'est Madame Règle et Monsieur Panique. Donc Madame Règle est une jeune japonaise atteinte, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais globalement, elle a des règles très douloureuses avec des symptômes supplémentaires. Donc ça va être par exemple des maux de ventre pas possibles, des sautes d'humeur très importantes à l'approche de ces règles. Euh, j'ai complètement oublié le nom, je regarderai, comme ça je pourrais vous l'indiquer au montage, mais là à l'oral, ça voilà. Et on suit aussi un peu, mais un peu moins quand même, mais un peu quand même. Oula, oula, je suis confus, reprenons-nous. Donc Madame Règle et Monsieur Panique qui fait de l'anxiété sociale, voilà.
C'est assez simple à expliquer. Donc, il est incapable de prendre le tram s'il y a déjà des gens. Il a du mal à sortir, il a du mal à parler aux gens, à s'ouvrir, bref. Et donc, ces deux personnes travaillent dans une petite usine de papeterie, astronomie, tout ce que vous voulez, bref, dans une petite usine, industrie, avec des collègues très sympathiques, vraiment très sympathiques, des patrons très sympathiques, vraiment très sympathiques, et ils vont parler tous les deux, commencer à nouer un peu des petites relations, mais amicales, juste amicales de travail, à sortir avec les collègues le soir, et bref, ils vivent leur petite vie, et à la fin ils se séparent, et tout s'est bien passé, et on s'est fait chier. Voilà, il s'est passé 2 heures où il s'est rien passé, mais genre littéralement rien passé. Enfin, tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a elle a un syndrome de règle douloureuse, je ne sais plus le nom, encore une fois je le remettrai au montage, mais c'est tout ce qu'on sait d'elle, et tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il fait de l'anxiété sociale, il fait des crises de panique et il veut intégrer une autre grosse boîte qu'il a dû quitter à cause de ça. Et c'est tout ce qu'on sait d'eux. Ils ne sont jamais plus développés que ça. Ils sont juste développés par leur maladie. C'est tout. Et même leur relation tourne autour de leur maladie. Ça va être comment lui va s'intéresser à sa maladie et comment elle va s'intéresser à sa maladie à lui. Et c'est tout. Ça ne va jamais plus loin. Mais ils ont des noms, ces personnages, ils ont des personnalités, ils ont des hobbies, des caractères, des loisirs, des trucs, des machins. Enfin, je sais pas, développe ça, fais quelque chose. Ou alors, si tu veux pas les développer, eux, développe leur entourage. Mais non, même leur entourage, c'est eux. Bah, collègue A, collègue B, collègue C, qui sont tous sympas. Tous, sans aucune exception. Ils sont sympas, ils leur disent oh, fais attention à toi, oh là là. C'est tout. Le plus haut degré de développement qu'on a, c'est que lui, il aime bien l'eau pétillante. C'est tout. On n'a pas plus. Et du coup, tu fais un film de 2 heures, centré sur des personnages. Mais tu développes pas ces personnages. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a rien, on a du vide. Du coup, on se fait chier. C'était jusqu'à l'aube. Voilà. Ensuite, passons à Lilo et Stitch, la version live action de Disney. J'en ai marre. J'en ai marre. Encore un live action Disney qui marche pas. Et qui en plus salope des parties du dessin animé. Bon, autant vous le dire tout de suite, autant être honnête avec vous. Le dessin animé Lilo et Stitch, je m'en rappelais plus. Je savais à quoi ça tournait, bien sûr, mais j'avais pas de souvenir précis, pas d'affection particulière, je m'en foutais un peu. Mais du coup, j'ai vu le live action et j'étais en mode, c'est de la merde. Et je suis allé retourner voir le dessin animé. Et j'ai trouvé que c'était pas. Bon, voilà, c'est pas mon Disney préféré, loin de là. Mais au niveau de ces thèmes abordés, c'était quand même bien mieux. Et surtout, c'est pas du tout la même chose. Enfin, comment vous le dire? Comment vous expliquer qu'est-ce qui est raté dans le remake live action? Déjà un truc tout con, mais c'est un running gag dans le dessin animé, mais à plusieurs reprises, on a le cliché du gros blanc bronzé rouge de partout cramé la gueule qui a une boule de glace qui tombe. C'est marrant. Voilà, et ça montre aussi que les touristes, bah, ils sont gros, ils sont cramés et ils ont des glaces qui tombent. Dans le remake live action, c'est un habitant du coin. Alors oui, mais du coup, quand t'as un gag qui critique le ridicule des touristes et qu'ensuite bah, tu le remplaces par un local, bah du coup, ça marche pas. Voilà. Quand la scène d'introduction du dessin animé, c'est Lilo qui nourrit les poissons, bon, avec un sandwich, mais bon, elle nourrit un poisson, et du coup, elle est en retard à la danse, ça montre qu'elle est sympa avec les animaux, qu'elle a un lien avec les animaux. Dans le live action, c'est juste, bah, elle est au jacuzzi, et elle voit pas l'heure. Du coup, elle est juste pas douée. Voilà. Et surtout, c'est quoi cette idée de con d'avoir voulu leur mettre des hologrammes d'humains? Enfin, dans le dessin animé, quand t'as deux aliens qui se ramènent sur Terre, soit ils se planquent, soit c'est le classique Tortue Ninja, le style de Tortue Ninja, donc ils se mettent un gros imperméable, un gros chapeau, et ils se camouflent en plein milieu du genre. Et évidemment que c'est complètement con, mais c'est un dessin animé, on s'en fout. Sauf que là, dans le live action, du coup, ils se sont dit, mais attends, mais si on fait ça, ça va être bizarre quand même. Oh là là, les gens vont pas comprendre. Oh là là. Du coup, on va leur mettre un petit module.
là, je sais pas où, et quand ils appuient dessus, ils se transforment en humains. Sauf que bah du coup, bah, c'est littéralement une énorme patate violette et une sorte de petit poulpe à un œil qui se mettent dans le corps d'un humain. Du coup, forcément, ils sont patos, ils mangent bizarrement, ils parlent bizarrement et tout. Et du coup, bah, c'est marrant parce que bah, t'as des humains qui font des grimaces et qui tombent et qui trébuchent, et c'est marrant. Non, c'est des gags bêtes et longs pour rien. Voilà. Puis c'est marrant comment dans le dessin animé, Stitch est juste maladroit et hyper excité, et dans le dessin animé, c'est juste enfin dans le live action, c'est juste un connard. C'est bizarre ça. Puis c'est bizarre comment dans le dessin animé, on nous montre que Nani, elle est un peu à bout physiquement, mais très protectrice avec sa sœur. Alors que dans le live action, elle en a juste marre. Elle veut juste lui foutre des gifles. C'est bizarre ça. Et puis c'est bizarre comment l'enjeu dans le dessin animé, c'est il faut pas perdre la garde. Parce que sinon, bah Lilo, elle se barre, elle sera donnée à une famille d'accueil loin. Et surtout, bah, Nani, elle est toute seule, littéralement toute seule. Il y a personne pour l'aider. Bon, il y a bien son copain, mais c'est un gamin encore. Enfin, c'est un gamin. Non, mais il est pas assez mature pour s'occuper de Lilo avec elle. Dans le live action, il y a une voisine relativement âgée, donc qui doit sûrement avoir soit elle-même des gamins et des petits-enfants, soit au moins en avoir vu dans sa vie. Et qui en plus les connaît bien, les apprécie beaucoup, a un super quad de bâtard, et leur voisine depuis vachement longtemps. À quel moment tu te dis pas, dans ta tête, genre j'ai 17-18 ans, je vis seul avec ma sœur, mais on a une voisine qui est hyper sympa et qui a un quad de bâtard, donc il doit avoir pas mal d'argent quand même pour l'entretenir et tout. Est-ce qu'on pourrait pas au moins avoir une gare partagée avec elle? Elle habite littéralement à 200 mètres. Ça devrait aller, je pense. Hein. Du coup, même si je pars, bon, bah voilà, il y aura une babysitter sur place. Non, ça a jamais tiqué dans leur tête. Et du coup, c'est le même enjeu, mais avec pas du tout les mêmes enjeux. Ça marche pas du tout dans le dessin animé. L'enjeu de il faut pas que je perde la garde parce que sinon, bah, je la vois plus. Mais dans live action, même si tu perds la garde, bah, juste confie-la à la voisine et du coup, voilà, du coup, il y a plus d'enjeu. Sauf qu'ils ont gardé le même enjeu. Sauf que du coup, cet enjeu, il marche pas parce que les choses en jeu ne sont pas les mêmes. Du coup, l'enjeu ne marche pas parce que l'enjeu n'est pas le même. L'enjeu est le même, sauf que les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc là, je vous embrouille. Je vous embrouille exprès. Mais bref, juste pour vous dire que c'est un film qui marche pas, en fait. En fait, là où Dragon reprend les éléments du dessin animé, mais ça marche. Parce que soit il y touche pas, et ça marche bien, soit il en retravaille une partie, mais tout en faisant en sorte que ça reste cohérent avec lui-même. Mais là, dans, pour Lilo et Stitch, soit il change complètement les trucs et ça devient con, hein, pardon, mais encore une fois, le déguisement d'humain, c'est complètement con, ça sert à rien. Soit il reprend les mêmes trucs, tel quel, alors même que bah, ton film, il a changé, il n'est pas le même. Du coup, tu peux pas reprendre tel quel, tu dois retravailler un peu. Si encore ils avaient une voisine, mais qu'elle n'avait pas les moyens de s'en occuper, ou alors qu'elle était elle-même dépendante, ou alors qu'elle était pauvre comme pas possible, ou alors qu'elle les détestait, ça aurait pu marcher, ça aurait pu rapporter un petit élément comique, si vraiment c'était une connasse, ou un petit élément émotionnel pour dire que bah elle aurait bien aimé aussi les prendre, mais elle est dépendante ou elle est pauvre, et ça aurait rajouté un peu d'émotion gratuitement en plus. Ça aurait pu faire une Mama Coco 2, mais sauf que là ils en font une femme capable encore une fois d'être sur un quad de bâtard, donc je pense pas qu'elle soit dépendante, je pense pas qu'elle soit riche. En plus elle les aime bien, elle est sympa, donc ça aurait pu marcher. Et puis même ils ont changé le caractère des personnages, mais merde quoi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai envie de vous dire, encore un remake live action raté de Disney. Bon, voilà, maintenant on attend Vaiana. J'ai peur, j'ai très très peur de Vaiana, parce qu'en plus c'est un film, enfin c'est un dessin animé qui est pas si vieux. Donc est-ce que ça appelait vraiment un remake en live action? Non. Bref, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, passons à Avatar 3, encore. Oui, encore, parce que j'étais retourné le voir en janvier pour me dire, bon,
un peu de temps à passer entre mes visionnages. Est-ce qu'en le revoyant maintenant, je vais changer d'avis ou quoi? Puis le voir sans la 3D, ça va changer des trucs parce que du coup, les passages en forêt où je trouvais que ça laguait, est-ce que là, ça va toujours laguer? Déjà, la réponse, oui, ça lag toujours. Ensuite, oui, c'est toujours un film que j'ai détesté. Voilà, je vous le dis, parce que c'est tellement une occasion manquée de raconter l'histoire de la tribu du feu. En fait, en y repensant, je me dis qu'ils ont tellement eu peur à nouveau se faire chier dessus sur les réseaux sociaux, d'avoir la blague de oui, Avatar 1, on raconte l'histoire dans la forêt, Avatar 2, si on raconte l'histoire dans l'eau, Avatar 3, eh ben on va raconter l'histoire dans la tribu du feu, et puis Avatar 4, bah, ça va être dans le sable, lol. Que du coup, ils ont absolument pas voulu raconter l'histoire du feu. Comme ça, on pourra pas dire oui, c'est Avatar, mais il raconte l'histoire du feu. Non, 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 on raconte pas l'histoire du feu. Du coup, c'est pas ça, c'est pas ça. D'accord. Mais, mais l'histoire de la tribu du feu, elle était vachement intéressante. Elle aurait pu ramener tout plein de thèmes différents. Enfin, tout le thème de la religion qui est là, qui est présent, mais qui est jamais abordé. Enfin, pardon, mais la tribu du feu, c'est quand même des navis qui ont tourné le dos à Ewa. Parce qu'ils se sont fait chier dessus par Ewa. Et ça aurait pu amener des thèmes hyper intéressants. Mais non, c'est très peu abordé. C'est vraiment juste, bah en fait, ok, ils ont perdu la foi et tout ça, mais en fait, non, c'est juste des connards. Et c'est juste pour ça que c'est des méchants. Puis pardon, mais leur apparition, c'est juste, oh là là, avant de partir, c'est le marchand avant de partir, oh là là, ça va nous servir, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de pillards sur le chemin. Et sur le chemin, oh là là, des pillards, et c'est la tribu du feu, paf, elle est introduite comme ça. Non, mais sérieusement, un peu de contexte, merde. C'est vraiment un film qui marche pas. Puis encore une fois, eh, on n'est pas naïf. On le voit venir, Quaritch. Ça, c'est la règle. C'est la règle immuable dans toutes les œuvres audiovisuelles. Si tu ne vois pas le corps d'un personnage, si tu ne vois pas sa mort, alors c'est qu'il n'est pas mort. Ça marche surtout dans les animés et les mangas. Si on te dit qu'un personnage est mort, mais qu'on te montre pas qu'il est mort, c'est qu'il n'est pas mort. Et là, je suis désolé, mais encore une fois, Quaritch, juste qui saute dans le vide, dans une mer de lave, on ne voit pas sa mort, donc il n'est pas mort, donc il va encore revenir. Bordel de merde. Mais, mais, on peut au moins apprécier le fait qu'il ait un peu évolué. Autant dans le 2, c'était juste Quaritch mais en bleu, autant là, il y a eu un début de prise de conscience du fait que c'est qu'un clone, du fait que c'est aussi un avis, du fait qu'il y a tout un monde dehors qui s'ouvre à lui. Je viens pas de citer la pub d'Andros là, ou de Pompot. C'est pas, il y a tout un monde dehors, je crois. En bref, donc Quaritch qui est avec sa Pompot pomme banane, il y a tout un monde dehors et il commence un peu à s'ouvrir. Et du coup, pourquoi le tuer à la fin? Je ne sais pas. Franchement, il aurait pu se faire capturer et ensuite apprendre à s'ouvrir là, et il y aurait eu tout un enjeu de lui faire confiance ou pas. Certes, ça aurait été assez bateau, mais ça aurait quand même été moins con que juste le voir sauter dans la lave et se demander s'il est mort ou pas. Enfin, dans la mer de flammes, et se demander s'il est mort ou pas. Évidemment qu'il n'est pas mort. Ou alors, en fait, c'est même pas ça. C'est même pas évidemment qu'il n'est pas mort. C'est surtout, dans tous les cas, t'es baisé. Dans tous les cas, c'est foutu. Si il meurt pas, si plus tard il revient, bah, évidemment qu'il est pas mort, c'est évident. Donc, il y a aucune surprise. Mais dans le deuxième cas, s'il est mort, quelle mort de merde! C'est juste, il a sauté dans la lave, on le voit juste, pouf, on le voit plus. Mais quelle mort de merde! Oh là là! Enfin, il y a rien. Donc, qu'il soit mort ou qu'il soit pas mort, c'est de la merde. Et venez pas me dire que dans le Seigneur des Anneaux, oui, mais Gandalf, juste il tombe et on le voit, dans la version courte, on le voit juste tomber, oh là là, on voit pas sa mort et tout, mais bordel! Il tombe parce qu'il s'est fait choper par le Goldback, ça n'a rien à voir, concentrez-vous un peu! On parle de Quaritch qui saute tout seul dans une mer de flammes et c'est nul! Comparez pas ça à Gandalf, un peu de sérieux, bon voilà, bon c'est moi qui l'ai fait tout seul, bref. Allez, sans plus tarder, parce qu'Avatar 3, quand même, ça fait 2-3 fois que j'en parle, passons à Hamnet. Non pas Hamlet, mais Hamnet. Un film de Chloé Zhao. Je sais pas comment prononcer, mais Z-H-A-O. Donc, voilà, Chloé Zhao. Voilà, je prononce à la française, même si je crois que ça se prononce pas comme ça. Mais je saurais pas comment le prononcer. Bref. Donc, Chloé Zhao,
starring Paul Mescal et Charlotte quelque chose. Je vous mettrai sa tête, mais j'ai oublié comment qu'elle s'appelle. Qui va donc raconter l'histoire derrière la pièce Hamlet, même si c'est pas vraiment ça. En gros, ça va raconter le début de la vie de couple de William. Voilà, je dis bien William et pas Shakespeare parce que dans le film, on dit, je crois que je crois que le nom Shakespeare n'est jamais prononcé. Je crois qu'il est juste référé à William. Ce qui, pourquoi pas, ça peut se comprendre, mais voilà. Donc du coup, ça raconte le début de la vie de couple de William avec un focus très important sur sa femme, quand même. On voit assez peu William, en vérité. On le voit surtout au début de la relation, quand il commence à dragouiller, à faire la cour. Une fois qu'il est marié, on le voit au début avec ses gosses. Et après, bon, bah, il part à Londres pour écrire sa pièce de théâtre, et nous, on reste dans la campagne avec sa femme. Pourquoi pas, ça peut se défendre, mais bah, le problème, c'est que sa femme, bon, bah, c'est pas qu'elle est pas intéressante, mais c'est que ses points intéressants sont assez peu mis en valeur, et au final, on se concentre assez peu sur ses points intéressants, on se concentre surtout sur le fait que, bah, elle est seule avec ses enfants, et son mari, il est loin. Oh là là, dis donc, quel thème original et bien cherché et bien trouvé. Oh là là, dis donc. Non, et puis surtout, Hamnet, c'est un film qui m'a énervé. C'est un film qui m'a énervé à deux reprises. Parce qu'à deux reprises, j'ai eu l'impression que le film me disait ok, maintenant, tu dois chialer. C'est même pas maintenant, c'est la scène. Non, non, maintenant, tu dois chialer. C'est vraiment, il y a deux scènes dans le film où j'ai vraiment l'impression que juste le film avait la gentillesse de te laisser 20 secondes de plus. Comme ça, si jamais t'as le temps de chialer, de t'essuyer les yeux pour voir la suite. Et en plus, il insiste. Et vraiment, bon, bah, maintenant, faut chialer. Allez, tu chiales et comme ça, après, t'es bon. C'est vraiment. Bon, je vous le dis, un moment. Voilà, je spoil. Allez, tant pis, je spoil. Mais de toute façon, maintenant, c'est un film de janvier, merde. Un moment, le fils meurt. Ils ont des jumeaux, un fils et une fille. La fille est malade, le fils va bien. Puis par magie miracle, pendant la nuit, la maladie de la fille se transmet au fils. C'est la peste bubonique, hein, il me semble, c'est la peste noire. Donc la fille va bien, mais le fils meurt. Et on a un gros plan sur la mère qui crie de douleur et de rage et elle pleure. Voilà, je viens de citer Edith Piaf, si jamais vous ne l'avez pas remarqué. Ma mère l'a remarqué parce que je l'ai déjà fait une fois. Qu'est-ce que je raconte? Non. Voilà. Oula. Faut se concentrer là. J'ai plus l'habitude de tourner aussi. Ça fait des mois que j'ai pas tourné. Laissez-moi me remettre dedans. Eh oh, un peu de sympathie de laisser couler, par pitié. Donc on a un gros plan sur elle qui crie et qui pleure. Ok. Sauf que le plan il dure 30 secondes, 40 secondes sur juste elle en gros plan qui est là. On a compris le film. Ok. On a compris, c'est bon. Les TikTokers ont fait leurs vidéos de eux en train de chialer devant Hamnet. C'est bon, tu peux arrêter. Ça continue encore, ok. Allez, plus que 20 secondes. Non, mais si vraiment, c'est vraiment pour les TikTokers les plus engagés. Hein. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, parce qu'en même temps, les trends TikTok, ça va et ça vient très très vite. Mais il y avait toute une trend TikTok où c'était je me filme avant Hamnet. Ça, c'est moi pour Hamnet. Voilà. Donc c'est vraiment le film, il a tout compris. Il a dit, voilà, là on va faire une scène qui dure 40 secondes, comme ça les gens pourront se filmer en train de chialer, et pourront poster ça sur les réseaux. Du coup, d'autres connards seront là en mode, ah, moi aussi je vais aller voir Hamnet, comme ça je pourrais dire, salut, c'est moi Hamnet, c'est moi, ouais, voilà, et puis ça va partir, du coup ça va en mettre d'autres et tout, et bref. Oh là là, mais un peu de subtilité, putain. Ok, le gamin est mort, mais t'as pas besoin d'être 40 secondes, tu vas le dire. Enfin, je sais pas. Moi, franchement, quand un film essaye de m'imposer des émotions, ça m'énerve. Ça m'énerve. Quand il en rajoute des caisses, quand il s'attarde vachement sur un truc, quand il insiste trop, quand il prend nos émotions par la main, ça m'énerve. Et quand je suis énervé, je ne tombe pas dans l'émotion. Et du coup, ok, sur les 10 premières secondes, j'ai la larme à l'œil, forcément. Mais quand ça s'attarde encore 30 secondes, la larme, elle est. Elle rentre parce que la colère prend le dessus. Et je suis en mode, c'est bon, on aurait pu chialer, c'est bon, on passe à autre chose. Mais non, il continue, il s'attarde, il s'attarde, il s'attarde, il s'attarde, et du coup,
Du coup, je chiale pas parce que ça m'énerve. Et du coup, après, ça me met dans un mauvais mood. Et du coup, après, je ne note même plus les qualités du film. Je ne note même plus le travail des décors, le travail des costumes, le travail, tout le théâtre de Shakespeare refait. Je m'en fous. Parce que juste ça m'énerve. Ça m'énerve parce que le film m'a pris par la main et ça m'énerve d'être infantilisé par des films comme ça qui disent ok, maintenant c'est le moment où il faut chialer. Allez, à toi, hop. Allez, allez, encore 35 secondes. Allez, faut chialer là. Allez monsieur au fond, allez, vous là-bas au fond, oui, oui, faut chialer vous aussi. Bon, vous maintenant faut s'essuyer les yeux quand même. Allez monsieur, faut chialer là. Bon, vous chialez pas encore, ok, zoomez encore plus le plan, allez, on zoome, allez, faut chialer monsieur, allez, non mais c'est bon, merde. Voilà, oh là, quelle animation, quelle énergie, je vous montre. Passons tout de suite. Non, 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 passons tout de suite à Lacombe, Lucien. Oh là là. Mais en vrai, le problème, c'est que je trouve que c'était tellement. Enfin, non, en fait, non. Bon, je vais vous expliquer un peu de contexte. Je suis allé voir ce film avec Adam, encore une fois, décidément, pour l'instant d'avoir vu tous les films avec Adam ou presque. C'est un film que je suis allé voir avec Adam. Et j'ai attendu quelques jours pour faire une critique Letterboxd. Parce que si jamais vous ne savez pas, j'ai un compte Letterboxd, mais il est mis à jour à peu près autant de fois, aussi régulièrement que ma chaîne YouTube. Donc, c'est-à-dire très peu. Hein. Donc, c'est-à-dire que, en fait, de temps en temps, mais vraiment une fois tous les 3 mois, juste je me prends 1 heure de mon temps, où juste je refais la liste des films, et je mets des reviews, et j'en poste 60 à la chaîne, et voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-là, j'avais décidé de le faire alors que j'étais malade. J'avais genre 42 fièvre, c'était vraiment terrible, mais c'était pas le bon moment. Hein. Et de souvenir, je m'étais un peu énervé. Juste un peu. Mais en fait, là, en la relisant là, pour la critique en multi, parce que j'avais trouvé ça marrant, en fait, je me suis trouvé relativement light. C'est-à-dire que, ok, faudrait pas le répéter, mais en vrai, ça va. Du coup, je peux même pas dire enfin, je peux même pas vous teaser le fait que, oh là là, attention, ce que j'en ai dit, oh là là. Non, parce qu'au final, c'est assez décevant, c'est très anticlimatique. Parce que, ok, c'est un peu méchant, mais pas non plus, voilà. Donc, je vais juste parler vite fait du film, puisque de toute façon, on va le réaborder dans la critique en multi. C'est un film qui est long, qui est chiant, et qui, au final, ne sait pas quoi faire de son méchant, enfin, de son personnage principal. Parce que, est-ce qu'on le traite comme un méchant? Ok, c'est un méchant, c'est un connard, mais il finit pas comme un méchant, il s'en sort plutôt bien, du coup ça va pas, la morale là n'est pas bonne. Ouais, on la traite comme quelqu'un qui s'est fait embrigader, sauf qu'en fait on le montre quand même très volontaire dans ces histoires, donc ça ne marche pas. Du coup la morale ne va pas. Du coup c'est quoi? C'est un connard ou c'est une victime? Mais dans les deux cas, la morale ne va pas. Donc je ne sais pas quoi en penser, pour moi je trouve que c'est un film qui est raté, mais faut dire aussi c'est un film qui est sorti dans les années 70, fin 60, début 70, il me semble. Encore une fois la date tout de suite ici. Donc forcément, pour l'époque, raconter euh, toute une France collaborationniste aussi tôt après la guerre, tôt est relatif, hein, mais quand même, assez peu de temps après la guerre, bah forcément, s'en a remué beaucoup. Donc je peux comprendre qu'il y ait eu tout un engouement autour de ce film, mais à voir aujourd'hui, enfin, moralement, il y a quelque chose qui cloche. Dans les deux cas, que on le prenne, Lucien, comme un connard ou comme une victime, dans les deux cas, ça marche pas. Bref, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Vous verrez la critique en multi. Ensuite, l'avant-dernier film, Les Légendaires. Alors là, pour le coup, on s'est quand même relativement beaucoup attardé sur la critique en multi, donc je vais pas élaborer trop là-dessus. Vous verrez la prochaine vidéo que normalement je vais monter à la suite de celle-ci. Donc, j'espère que ça sortira pas trop longtemps après. Et je dis j'espère alors que c'est moi qui les monte. Donc, j'ai juste à me bouger le cul. En plus, là, je suis en vacances, j'ai rien à faire. Donc, j'essaierai de me bouger un peu pour que ça sorte relativement vite. Donc Les Légendaires, film d'animation adaptant la bande dessinée que j'avais étant gamin, parce qu'en même temps j'avais des sœurs qui les avaient, du coup je les ai rattrapés, et du coup voilà. Que j'aimais beaucoup, notamment parce que c'est une série qui a su évoluer. Les premiers tomes étaient quand même assez enfantins, assez littéralement pour les enfants. En même temps, c'était une BD pour les enfants à l'époque, mais elle a très vite pris en maturité et c'est très vite
adressé à un public un peu plus âgé, à un public qui a grandi avec son œuvre, et c'est quand même une très bonne chose. C'est une très bonne chose que les œuvres grandissent avec leur public. Je pourrais notamment aussi citer La Guerre des clans, des bouquins juste sur les chats, qui déjà dès le début n'étaient pas forcément pour les enfants, mais avec quand même beaucoup de thèmes très, très enfantins, avec un personnage principal qui est tout jeune, donc on peut comprendre la fougue de la jeunesse, mais qui à la fin part dans des délires religieux, où t'as l'antéchrist qui se ramène et tout ça, bref, ça devient une folie, après ça vire à l'athéisme le plus complet, et bref, ça a pris en maturité par rapport à avant, hein. Il y a aussi tout un discours, pas forcément écologique, mais sur la place des animaux dans les sociétés humaines. Bref, voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est pas le sujet, mais les œuvres qui prennent en maturité avec leur public, c'est une très bonne chose, et la BD Les Légendaires en font partie. Mais le film, quant à lui, s'adresse à des gamins. Vraiment des petits jeunes, hein. C'est vraiment des gamins, quoi. Est-ce qu'on a vu est-ce qu'on a vu la moindre mort dans ce film? Je ne pense pas, hein. Donc c'est vraiment vous dire à quel point ça s'adresse à des gamins. Alors que je me rappelle que le tome 5 dans ces eaux-là des légendaires, t'as toute la team des héros qui meurent. Donc ça peut être assez traumatisant pour les gamins. Là, bon non, là, ça va. Là, franchement, le pic de l'humour, c'est juste dans le couple royal. Bah, c'est la mère qui tient la culotte et le mari là. Allez, ta gueule. D'accord. Voilà, c'est le pic de l'humour, hein. Ouh. Bon, pour en rester à des critiques très générales, encore une fois, je vais vous rebalancer vers la critique en multi qui sortira prochainement. L'animation est assez... J'arrive pas à me dire précisément ce qui me dérange, mais je sais pas, l'animation des personnages, je suis pas fan du style ou de comment c'est fait, ou alors c'est mal fait ou pas. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je suis pas si fan que ça. Par contre, tout ce qui est décor, véhicule, environnement, magnifique, là, pour le coup, voilà. Magnifique idée d'avoir fait un style steampunk, mais sans fumer. Ça va parfaitement dans le style de la BD, elle aussi, qui en soi avait des machines un peu steampunk, mais sans évasion de vapeur ou je ne sais quoi, ou de charbon. En fait, on ne sait jamais trop comment ça marche. Et donc, faire du steampunk sans fumer, ça marche bien. D'ailleurs, je t'invite, maman, à me redemander, une fois que tu auras vu cette vidéo, à me demander, mais dis donc, c'est quoi le steampunk? Comme ça, je pourrais te le préciser. Je vais pas le faire maintenant. Voilà. Le message est passé. Le doublage. Oh putain. Enfin, les dialogues. Enfantin, donc vraiment, je suis très déçu de ce côté-là. Le doublage en lui-même, t'as des très bons acteurs. Vraiment, t'as des très bons doublages, hein. Tout ce qui est doublage de Jadina Ishimi, rien à dire. Razia, bon bah il a une voix de con, hein, bien sûr. Griff, il est absent, transparent, inutile. Danael, oh putain, mais Roman Ludwig, mais qui est... Bon, de un, ces personnages, mais j'aime pas sa gueule, sans aucune raison, mais il y est pour rien, donc je vais pas lui reprocher. J'aime pas sa voix, mais voilà, mais même là, je trouve, il fait pas un bon taf, hein. Vraiment, tu sens qu'il y a ces intonations, elles sont pas là, il y a pas la même intention que les autres. Enfin, juste, son doublage, il est très en dessous des autres, et c'est dommage, c'est dommage. Bon, et en plus, c'est pas aidé par les dialogues. En plus. Voilà, et puis l'histoire, c'est une histoire alternative de la trame principale. Voilà, on pourrait considérer que c'est un peu un spin-off, mais en même temps, on peut pas considérer que c'est un spin-off parce que ça a des implications euh, qui seraient terribles dans le. Enfin, si, du coup, ce serait un spin-off. Donc voilà, on peut pas considérer que c'est un OAV. Parce que ce qui se passe dans ce film serait trop important dans la trame principale. Du coup, ça ne peut pas être considéré comme un OAV, c'est pas possible. Mais est-ce que comme un spin-off? Non, parce que ça reprend des éléments de l'histoire principale. Du coup, c'est juste un monde parallèle dans lequel on a les mêmes héros, dans lequel il se passe des éléments similaires, mais avec des éléments différents qui s'imbriquent et ça change plein de trucs. C'est un peu bizarre. En vrai, c'est un peu, c'est un peu body, mais ça reprend un peu le World Without, mais avec. C'est un World Without, but with them. C'est compliqué à dire, mais ça reprend des bouts de la trame principale de la BD, tout en mettant des éléments différents, ou alors des déclencheurs différents. C'est bizarre.
Typiquement, je vous prends juste un exemple vite fait, qu'en plus on avait commencé à aborder enfin qu'on a abordé avec Adam, mais je sais pas si on a vu le fin mot de l'histoire, mais bref, dans la BD, donc je vous fais le speech de base. Donc il y a les légendaires qui sont des héros, il y a Darkel qui est un vilain sorcier, il s'appropriait une pierre de pouvoir pour régner sur le monde. Sauf que dans un affrontement, la pierre de pouvoir explose. Bon, c'est une pierre des dieux, mais on va dire pierre de pouvoir, comme ça parle à Marvel et c'est un peu plus. Comme ça, vous avez une meilleure image en tête. La pierre de pouvoir explose, ce qui provoque l'effet Jovenia, parce que c'est la pierre de Jovenia, et tous les habitants et tous les animaux, même sur la planète, deviennent des enfants. Et il y a un côté dramatique à ça, mais qui n'est abordé que plus tard, c'est qu'ils peuvent plus faire d'enfants, tout simplement. Ils ne peuvent plus faire d'enfants parce que c'est des gamins, donc ils ne peuvent pas se reproduire. Mais bien sûr, ça ne sera pas traité dans le film. Mais assez tôt dans les bouquins, je crois que c'est vraiment tome 2, toute la bande de potes qui cherchent un moyen d'annuler l'effet Jovenia rencontre un bon, j'allais dire un gamin, mais en même temps c'est que des enfants, rencontre Elisio, et Elisio se révèle être Darkel devenu enfant. Et là où dans la BD, c'est en rencontrant une tribu de créatures créées par Darkel elle-même, qui lui file un sérum de mémoire, que Elisio se remémore être devenu Darkel, mais refuse cette réalité, du coup se sépare, et du coup on a à la fois Elisio et Darkel qui vivent en même temps. Parce que Darkel il est super puissant, du coup devenu gentil, et ben il peut se séparer, du coup maintenant il y a Darkel gentil, Elisio, et Darkel méchant, Darkel. Là, dans le film, c'est Elisio qui crée une femme plante avec les pouvoirs de l'arbre de Gamera, mais bon, bref, je vais pas élaborer là-dessus, et qui se fait lui-même son sérum de mémoire. Et qui, du coup, le boit, mais se sépare quand même de nouveau. Donc, on reprend l'élément de séparation entre Elisio et Darkel, mais avec des causes différentes. Et en fait, tout le film, ça va être ça. Ça va être reprendre des éléments de la trame principale de la BD, mais avec des causes différentes, ou avec des conséquences différentes. Il y a aussi un moment où Danaël est soigné grâce à l'eau dans l'arbre de Gamera. Et là où dans la BD avec Jadina, ça la transforme complètement, là, juste, ça le soigne. Donc c'est la même chose, mais qui crée des effets différents. C'est assez perturbant quand même, quand on y repense. Et ça fait du coup un gloubi-boulga un peu bizarre, honnêtement, et on sait pas trop où le situer. Et du coup, c'est vraiment un monde parallèle. Donc voilà, c'est. Alors c'est sympa. C'est sympa de l'avoir fait, mais je suis quand même un peu déçu. Ensuite, n'insultons pas l'avenir. Une suite a été annoncée. Enfin, une suite a été teasée. Ensuite, quand elle sortira, je n'en sais absolument rien. Mais par pitié, si vous abordez la question des Jaguarians, parce que on a l'air de s'y diriger. Il y a quand même quelques setups dans le film, et même la scène de fin, enfin la scène post-crédit, semble se diriger par là. Par pitié, l'arc des Jaguarians, c'est un arc un peu plus mature. Par pitié, traitez-le bien. Si vous faites intervenir les dieux, leur faites pas faire des blagues. C'est pas leur genre. Par pitié. On parle de dieux qui menacent d'anéantir le monde. On parle de sacrifier le peuple des Jaguarians pour le bien-être des autres. On parle des hommes oiseaux, quand même, par pitié. Faites les choses bien, gâchez pas ça. Pitié. Je vous dis juste ça. Grandissez un peu. Dites-vous bien que là, votre public, c'est pas les gamins. Parce que les gamins de 8-12 ans, est-ce qu'ils connaissent seulement les légendaires? Franchement, je suis pas sûr. Alors que ceux qui ont de 20 à 30 ans, qui ont grandi avec les légendaires, c'est eux votre public. Donc, faites un effort. Ok? Ne faites plus de dialogue du genre notre équipe, elle peut se résumer en 3 mots: puissant, fort, hyper rapide. Et ta chimie qui est là, ça fait 4, gros bêta. Ah. Bref, pitié, faites les choses bien. C'est tout. Entendez-moi. Pitié. Ensuite, le dernier film, Nuremberg. Nuremberg, encore une fois, cette fois-ci, je vais pas m'énerver.
J'aurais pu, mais je vais pas m'énerver. Je vais laisser Adam le faire dans la critique en multi. Du coup, ça va être bon, une fin assez rapide, hein. Nuremberg est un film que j'ai trouvé assez dynamique et intéressant dans ses 15 premières minutes, puis qui s'est essoufflé parce que il y a Rami Malek qui intervient. Et c'est pas dû à l'acteur ou voilà, non, c'est juste le personnage de Rami Malek intervient. Du coup, le focus de l'histoire change sur la relation entre Göring et son psychiatre, et c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, ou en tout cas, c'est mal fait. Du coup, le film s'essouffle et se perd dans ses messages, et enfin, le message de fin qui aurait dû être présent tout le temps, mais au final n'intervient qu'à la toute fin. C'est con quand même. Tu vois, ça aurait pu être présent en trame de fond, mais c'est pas le cas. C'est très décevant. Voilà. Ceci dit, je vais pas m'attarder plus dessus parce que Adam le fera à ma place. Et pour une fois, c'est lui qui va s'énerver sur un film que moi j'ai pas détesté. Donc, c'est rare. Donc, soyez là pour voir la prochaine VOD. Donc, abonnez-vous. Comme ça, vous serez sûr de ne pas les rater. Donc, j'ai dit beaucoup trop de fois donc dans cette vidéo. Amusez-vous à compter le nombre de fois que j'ai dit donc. Ne le faites pas, par pitié. N'y passez pas 24 heures. Sur ce, c'est une fin de vidéo. J'espère que cette fois-ci, je vais pas perdre les rushs. J'espère que cette fois-ci, je vais pas mettre 3 mois à la monter. Je vais m'y mettre demain. Allez, promis, je m'y mets demain. Donc lundi. Je vous dirai pas la date, comme ça m'engage à rien. Allez, sur ce, des bisous YouTube. J'espère que ça vous a plu. C'était mon avis des films de janvier. Va vraiment falloir que je rattrape mon retard. Que ce soit en termes de VOD et poster des lives, qu'il faut que je rattrape mon retard. Je suis en train, mais il va vraiment falloir mettre un gros coup de collier. Que ce soit sur les reviews de ciné, il va falloir s'y mettre. Il va falloir que je retourne au cinéma, parce que ça fait quand même quelques temps que j'y suis pas retourné. Sur ce, des bisous YouTube, et à la prochaine.